Salut à toi, merci d'être là. On va aujourd'hui continuer le concept. On se retrouve toujours dans la poule A avec la troisième équipe concernée. Et aujourd'hui, tu l'auras compris sur la miniature, c'est tout Équateur. On va faire un bref point historique, histoire de se situer sur l'Équateur, surnommé la Tri en raison de leur drapeau tricolore. Elle est classée 13e au classement FIFA en 2013, ce qui était un classement génial pour eux, contre 46e maintenant. Il y a eu un espèce de descente aux enfers. Elle est surnommée également la Banana Meccanica, la banana pour le fruit national, mais ce surnom a été donné en 93 en raison de leur meilleur parcours en Copa América, où ils finissent 4e. Il faut savoir que c'est avec le Venezuela la seule nation qui n'a jamais participé à une finale de Copa América dans leur continent. En Coupe du Monde, ce n'est que guère mieux puisqu'ils font que 3 Coupes du Monde, ils participent qu'à 3 Coupes du Monde et que leur meilleur parcours est en 2006. Ils se qualifient, ils se font éliminer en 8e de finale. Autrement, ils ont participé à 2002, 2006 et 2014. Il faut savoir qu'en 2007, la nation a été menacée par la FIFA en raison de leur stade qui est placé à plus de 2800 mètres d'altitude, ce qui est presque dangereux pour les équipes venant jouer à l'extérieur. La FIFA opte finalement pour une altitude maximum à 3000 mètres. Elle y échappe de peu. La Colombie et de tête la Bolivie sont concernés aussi par cette règle. Ils y échappent de peu, mais encore à l'heure actuelle, c'est un point qui est un avantage pour eux, qui sont habitués à jouer sous ces conditions-là, mais pour les équipes extérieures, c'est beaucoup plus compliqué. On va faire maintenant un petit point sur les qualifications et on a une Équateur qui a réalisé un superbe parcours puisqu'elle finit 4e d'une poule vraiment pas évidente. C'est 4e juste derrière le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Elle ne peut pas espérer mieux de toute manière car ces équipes sont meilleures et ont l'arbitrage dans la poche. C'est un petit détail assez important. Et elle finit devant le Pérou, la Colombie, le Chili. Donc ce n'est pas rien. Elle s'est qualifiée en faisant un superbe parcours et a été contrariée jusqu'au bout. Une histoire qui a fait polémique où un joueur, Byron Castillo, l'arrière droit, a été accusé d'être un joueur colombien par les joueurs chiliens qui avaient probablement le seum de ne pas se qualifier. Le joueur n'est pas du tout colombien, c'est une affaire sans dessus-dessous. La FIFA a tranché, a donné raison aux Équatoriens, mais elle s'est fait peur jusqu'au bout. Ça a été vraiment remis en question et analysé. On revient sur cette histoire d'altitude, de stade. Elle fait 3e dans le classement des équipes en comptabilisant seulement les matchs à domicile. Elle finit à la 3e place et à l'extérieur à la 6e place. On a vraiment un point là, on le voit bien en chiffres. Alors ça ne vient pas que du stade, mais pour vous montrer à quel point ça joue. On a une équipe qui se met vraiment au niveau de ses adversaires. Donc ça peut être à la fois un point fort, mais à la fois un problème. Je pense que dans le cadre de cette Coupe du Monde, ça peut être un point fort, puisque contre les bonnes équipes, elle a réussi à obtenir un 1-1 contre le Brésil, un 1-1 contre l'Argentine. Elle a explosé la Colombie 6-1, mais elle a été capable de perdre 2-1 contre le Venezuela et 3-1 contre le Paraguay qui était 8e. Donc je pense que dans le cadre de cette Coupe du Monde, étant donné qu'elle jouera des équipes dans cette poule potentiellement meilleure qu'elle sur le papier, elle pourra vraiment se mettre à ce niveau et c'est pour ça que j'estime que cette équipe sera vraiment accrocheuse. Hop, maintenant, passons à l'effectif. C'est 25 ans et demi de moyenne d'âge et là je trouve que c'est très jeune pour le coup car on n'a que quelques très vieux qui montent cette moyenne. Je vous dirai l'âge des joueurs pour que vous vous rendiez compte. Au niveau du sélectionneur, on a Alfaro, passé par Boca Juniors par exemple. Il est au poste depuis 2020. Il réussit la plupart de ses passages, footballistiquement parlant, mais ne convainc pas toujours.
On lui reproche souvent un manque de beau jeu, des victoires souvent étriquées 1-0, un manque d'identité. Je ne connais pas suffisamment, mais c'est ce qui en ressort le plus régulièrement. Au cage, on a Dominguez, le numéro 1, 35 ans. C'est peut-être un petit souci de la sélection, c'est qu'au niveau des gardiens, il n'y a rien de bien qualitatif. On a Galíndez qui est le numéro 2, 35 ans aussi. On a vraiment deux joueurs à qui il arrive de faire des boulettes, de ne pas être très bon dans un domaine précis même. On a Ramirez, 21 ans, en numéro 3. C'est peut-être l'avenir au poste, mais sans être un crack, comme on peut dire. En défense centrale, on a pour le coup un joueur d'un autre calibre, c'est Hincapié. Il a que 20 ans, mais c'est un joueur qui est titulaire au Bayer Leverkusen, donc ce n'est pas rien. C'est un joueur très habile, il a du ballon. On le voit, je vous affiche des statistiques où en dribble réussi, il fait partie à son poste des meilleurs joueurs tout simplement. C'est vraiment le présent et le futur et il n'y a absolument aucun débat là-dessus, c'est un fait. À côté de lui, Félix Torres, 25 ans, c'est le bon pendant de Hincapié. C'est un bon joueur et il évolue du côté de Santos Laguna au Mexique. C'est un joueur qui est donc 25 ans, qui est dans la bonne période de sa carrière. Il est en train de faire ses matchs en quelque sorte. Il n'explose pas non plus, mais il est loin d'être mauvais. Je ne connais pas suffisamment, du peu que j'ai pu voir, c'est pas mal franchement. Juste derrière eux, on a deux joueurs qui peuvent se disputer le poste à la place de Félix Torres, pourquoi pas. C'est Jackson Porozo d'abord, le joueur de 21 ans. Il est de côté de Boavista, il vient d'être tout juste transféré à 3, donc on va pouvoir le découvrir un peu mieux la saison qui arrive. Et Arboleda, un joueur qui joue à Flamengo au Brésil, il a 30 ans. C'est un joueur qui s'est blessé, j'espère pour lui qu'il pourra revenir à temps, ça devrait être bon, on ne sait jamais. Et derrière, Arriaga, 27 ans, je ne pense pas qu'il ait du temps de jeu, ça doit être pour faire le nombre maintenant qu'il y a une liste élargie à 26. Défenseur gauche, Estupiñán, et là on a sans doute le meilleur joueur, le plus qualitatif de cette sélection. Il vient de faire une saison avec Villarreal exceptionnelle. Beaucoup de bons clubs veulent se l'arracher, mais coûte assez cher. Il vient de faire un parcours en Ligue des Champions vraiment propre. Il a notamment contribué à cette épopée-là où ils ont réussi à sortir le Bayern Munich. Il porte aussi cette sélection sur ses épaules parce qu'il est beaucoup buteur à son poste. C'est pas la logique, mais c'est pas toujours logique, mais lui, il remplit vraiment ce poste. Palacios derrière lui, malheureusement, je pense pas qu'il ait beaucoup de temps de jeu parce qu'il est vraiment barré par un très très bon Estupiñán. À droite, Byron Castillo, donc c'est ce fameux joueur colombien entre guillemets qui a eu des petits soucis avec le Chili. Alors il est vraiment bon pour le coup, c'est une qualité de centre, une très bonne qualité de centre. Et derrière lui, Preciado, 24 ans, le joueur de Genk qui sort d'une très bonne saison. Donc c'est vraiment deux joueurs, j'ai mis Byron Castillo, mais c'est deux joueurs qui peuvent se retrouver titulaires. Preciado est sur le banc, mais pourrait très bien démarrer, ça ne me choquerait pas. Juste devant, on a en numéro 6, Guedzo, 27 ans, Augsbourg. Je ne suis pas un grand fan de ce joueur-là, mais il a des qualités qui ne sont pas à négliger. Pas un grand fan parce que c'est un offensif horrible, entre guillemets. Il attaque très mal, mais par contre compense avec une très bonne défense. C'est un joueur qui serait presque défenseur central. Il est en moyenne 2 interceptions par match, alors qu'il ne joue pas beaucoup. Il n'a pas plus de 17 matchs au jeu cette saison. Et c'est top 15 des meilleurs intercepteurs des 5 grands championnats. Donc je ne le connais pas non plus tant que ça. J'ai hâte de le voir jouer, voir si ce qui se dit, du peu que j'ai pu voir sur lui, se vérifie. Je suis très curieux franchement. Derrière, on a Mendes de Orlando City, 25 ans, Arroyo, 30 ans, qui lui serait plus un joueur de vestiaire. Je pense que Guedzo n'a pas trop de soucis à se faire non plus pour sa place. Mais ne sait-on jamais si Alfaro décide de revirer sur un 4-3-3 plus offensif. Donc s'il décide d'enlever ce poste de numéro 6, Guedzo pourrait éventuellement être remplaçant.
En milieu central, en 8/10, juste au-dessus, on a, alors là c'est vraiment la pépite, Caicedo, 20 ans. Il est du côté de Brighton. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup de ballons, un très bon dribbleur, un très très bon dribbleur. Pas un grand passeur pour le coup. Au niveau des passes tentées, 86% des joueurs à son poste dans les 5 grands championnats font mieux. Au niveau des passes vers l'avant, 80% des joueurs dans les 5 grands championnats à son poste font mieux. Par contre, il réussit ses dribbles à hauteur de... il est dans le top 15% des meilleurs dribbleurs à son poste. Donc c'est un joueur qui porte le ballon. De ce que j'ai pu voir encore une fois, il est assez agréable à l'œil. C'est un joueur très agressif défensivement. Après, il est assez rageant dans le sens où il a peut-être un côté un peu personnel. Mais il n'a que 20 ans, c'est quelque chose qui pourra vraiment se guérir avec le temps, je pense, comme tout bon jeune joueur. À côté de lui, on a Cifuentes, 23 ans, un des plus gros potentiels. Encore une fois, il y a beaucoup de jeunes joueurs à haut potentiel. Il est évalué à 7 millions, donc il a une bonne valeur marchande. Il est du côté de Los Angeles. Je ne connais pas non plus très bien, je ne pourrais pas vous en parler davantage. Et on a sur le banc des remplaçants un joueur, je vais vous parler de lui en premier, Sarmiento, 20 ans, qui pourrait être titulaire. Il est remplaçant là parce que c'est un joueur qui se blesse régulièrement, qui a eu peu de temps de jeu, donc il serait logiquement remplaçant, mais à la confiance quand même, et du sélectionneur et du grand public équatorien, parce qu'il a vraiment peut-être le plus gros potentiel qu'il n'a pas pu encore exprimer. Donc il évolue du côté de Brighton aussi avec Caicedo, donc petite filière, c'est assez marrant. Mais dès qu'il joue, c'est vraiment un régal, je vous en assure, et j'espère le voir jouer parce que c'est très plaisant franchement. Franco, ensuite 23 ans, et aussi un bon potentiel, aurait le niveau de jouer titulaire dans cette équipe, mais est entre guillemets barré par Sarmiento, Cifuentes et Caicedo qui sont encore plus haut potentiel. Côté de l'aile gauche, on a le capitaine de cette sélection, Ener Valencia, 32 ans. C'est vraiment une légende dans le pays en termes de football. Il est le meilleur buteur de la sélection avec 35 réalisations. C'est un joueur évoluant en Fenerbahçe. Il est passé par West Ham, Everton, donc connu du grand public. C'est le joueur le plus connu de cette sélection. Il joue habituellement en pointe, mais à gauche en sélection. Il pallie un manque de joueurs qui donnent satisfaction à ce poste-là, qui sont Ibarra, 27 ans, et Alvarado, 23 ans. Ibarra a quand même une longueur d'avance sur Alvarado, pourrait être titulaire, mais Ener Valencia s'y est installé et devrait y rester sans trop de problèmes. À droite, on a Plata. Je vais vous parler encore une fois d'un grand talent. J'ai hâte de le voir jouer davantage parce que j'ai pu l'observer un petit peu. Et encore une fois, c'est magnifique, c'est très agréable à voir jouer. Il n'a que 21 ans. Il y a un choix de carrière qui est surprenant, c'est qu'il était un bon espoir du côté du Sporting au Portugal et il s'en est allé à Valladolid en D2 espagnol. Donc c'est assez surprenant, mais j'ai hâte de le voir pendant ce mondial. Il sera sans aucun doute titulaire à son poste. C'est un gaucher qui aime bien repiquer, mais calé de pied, il peut centrer comme le fait beaucoup l'Équateur, on y reviendra sur ça. Et juste derrière lui, le bon remplaçant, vraiment j'adore ce côté droit parce qu'on a Mena, 34 ans. C'est un joueur qui ne rechignera pas à être remplaçant, qui est là pour les jeunes, une bonne mentalité. Et puis quand il rentre, c'est un joueur qui apporte beaucoup de qualité. Pas du tout les mêmes que ses coéquipiers parce qu'il est plus vieux, plus lent. Il peut donc évoluer dans l'axe, mais avec son expérience, il amène beaucoup à cette jeune équipe, peut-être même trop jeune. Devant, on a en buteur, alors un petit souci en quelque sorte, c'est Felipe Caicedo qui ne sera pas dans la liste. C'est le meilleur buteur sans aucune contestation possible de la sélection équatorienne. Il a décidé de prendre sa retraite internationale en raison d'un désaccord avec sa fédération à propos d'un licenciement, le licenciement de son ancien coach qu'il n'a pas digéré, qu'il n'a pas compris.
C'est un joueur qui vient d'être transféré du côté de l'Inter, on ne va pas s'attarder davantage, c'est un joueur qui ne sera pas là, mais c'est juste vraiment dommage parce qu'il est rempli de qualité ce joueur. Donc pour pallier à son départ, on a un autre Caicedo sur le banc. Je parle de lui tout de suite, mais il n'y a pas de lien de famille, c'est parce que ça me fait rire tout simplement. Un Caicedo qui, tout juste transféré du côté des Tigres de André-Pierre Gignac. Alors je pense qu'il peut titiller Estrada, sur lequel on va venir tout de suite, dans un futur proche, parce que pour moi il est plus complet. Mais pour le moment, Estrada semble être le titulaire au poste. C'est un joueur de 26 ans, qui est le meilleur buteur des poules. De l'Équateur, hein, mais pendant les phases de poule, avec 6 réalisations, il a également 2 passes décisives. C'est un joueur pivot, très grand, très costaud. Il touche presque pas le ballon du match et reçoit que des centres et sert à faire le pivot, hein, tout simplement. Je vais passer à mon avis final sur la question, sur l'Équateur. Quelle Coupe du Monde peuvent-ils faire? Un petit focus rapide sur leur style de jeu, qu'on sache à quoi s'en tenir. C'est une équipe avec un très bon pressing à la perte. Dans leur qualité, il y a un très bon pressing, c'est assez efficace. Elle est infatigable et il y a beaucoup de rythme. C'est une équipe très agressive, elle peut tenir 90 minutes comme ça sans trop de soucis. C'est un peu le cliché des équipes sud-américaines, mais qui est vrai, totalement vrai. Peut-être un peu poussé à l'extrême car vraiment pas discipliné, beaucoup trop de fautes bêtes, des cartons rouges. Elle joue souvent, même tout le temps sur les ailes. Je vous mets une petite vidéo de, c'est encore une fois un cliché de leur style de jeu, c'est on envoie le ballon sur les ailes, on centre et on essaie de mettre la tête. C'est peut-être là le bémol au final en termes de football, c'est qu'elle ne produit que ça comme jeu. C'est du jeu aile, tête et rien d'autre. C'est pour ça que ça me paraît peut-être un peu limité footballistiquement parlant. Il n'y a pas un haut niveau football dans l'équipe, mais c'est une équipe vraiment gênante qui a été capable de gêner le Brésil, l'Argentine en phase de poule et qui pour moi peut reproduire ça à la Coupe du Monde en gênant par exemple les Pays-Bas, mais en se mettant au niveau par exemple d'une équipe comme le Qatar, peut-être un peu inférieure, même logiquement inférieure aux Pays-Bas, pourrait trébucher là-dessus. Je ne pense pas qu'elle ait le niveau de passer les poules par exemple, mais elle a le niveau de gêner à peu près tout le monde. Même l'équipe championne du monde pourrait trébucher sur un match comme ça contre l'Équateur, je pense. En plus de ça, on a quelques joueurs qui évoluent dans les championnats exotiques, entre guillemets. C'est un championnat où ils ont terminé il y a à peu près un mois et demi et qu'ils ont déjà repris. C'est pas grand chose de plus que par exemple en Ligue 1, mais franchement, au niveau de l'intensité des matchs, là-bas, c'est beaucoup. C'est des joueurs qui vont arriver un peu plus fatigués à la Coupe du Monde et c'est non négligeable. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur l'Équateur. Moi, ça m'a bien plu de découvrir cette nation et on se retrouve très vite. Donc, pour le Sénégal, il n'y a plus de suspense.